Je suis donc en compagnie de Jérôme Renou, qui est le vice-président de la filiale française d'Akamai. Akamai, donc je disais inconnu du grand public, mais évidemment incontournable parmi les acteurs du web. Vous avez cette fonction qu'on appelle CDN. Vous êtes en fait un délivreur. Je ne sais pas si c'est tout à fait français, mais en tout cas, vous délivrez les contenus des grands fournisseurs de contenus numériques de manière aussi optimisée et intelligente que possible à travers le monde. Akamai, il faut quand même préciser que ça a été créé en 2007, ce n'est pas une activité récente, et c'est né d'un projet de fin d'études du MIT, c'est un défi de Tim Berners-Lee, qui est donc le père du web, du World Wide Web. Exactement, donc tout a commencé par un défi qui consistait à contourner les problèmes de congestion que l'Internet avait déjà à cette époque par des algorithmes. Donc ce défi a été donné à des étudiants. Parce que si on se resitue en 2007, il se passe quoi? On est à la période du grand téléchargement de films, avant l'arrivée des abonnements. Alors oui, ça c'est frémissant encore en 2007. Pour 2007, ça commence. Akamai en fait a été fondé en 1998, donc avant les années 2000. Donc ce projet de fin d'études du MIT était avant les années 2000. En 2007, on était déjà à un moment où la vidéo faisait son apparition. Le streaming était un mouvement assez important. Et on avait déjà ces problèmes d'acheminement du trafic, de congestion du trafic. Énormément d'acteurs qui souhaitaient se lancer sur le marché avec des contenus riches, des contenus intéressants. Et le défi de les mettre à disposition des utilisateurs. Avec aussi un volume de données qui commençait à arriver depuis le mobile. Alors effectivement, le mobile est arrivé un petit peu après. Ça a commencé à devenir significatif en 2008 avec l'apparition de l'iPhone et puis de tous les smartphones qui rivalisaient très bien avec l'iPhone. Donc effectivement, la vidéo, l'audio sur Internet s'est démocratisé. Oui. Et là, ça veut dire qu'il faut trouver des solutions technologiques pour qu'en fait, quand je demande un contenu, il arrive tout de suite, partout dans le monde dans l'idéal, auprès de milliers, peut-être plus de millions d'utilisateurs en même temps. Et donc, pour que ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire intervenir comme technologie? Alors effectivement, le défi, c'est de donner accès à un contenu de manière accélérée et sécurisée à un instant donné. Souvent un contenu qui va faire le buzz, par exemple, donc qui va être demandé par énormément d'utilisateurs au même instant. Donc il est très difficile pour les gens qui détiennent... Mais ça, vous ne pouvez pas le savoir en avance. Vous ne pouvez pas prédire quel va être le trafic sur un contenu. Effectivement. Et c'est tout le challenge, c'est tout le défi que relèvent nos clients, c'est de se dire on va mettre un contenu à disposition sur le marché qui va devenir populaire ou non à un instant T ou non. Et on va devoir le rendre disponible avec une qualité de service, une expérience utilisateur qui va être optimale sur tous les points du globe et à tous les moments, même si effectivement tout le monde va peut-être requêter ce contenu au même moment. Qu'est-ce qui se passe sur ces autoroutes de l'information, comme on disait à l'époque, mais finalement c'est ça, c'est vraiment de la gestion de trafic sur une autoroute gigantesque. C'est exactement ça. Et le rôle d'Akamai aujourd'hui, c'est de diffuser, d'accélérer et de sécuriser l'expérience digitale de nos clients, quelle que soit cette expérience. Alors, il y a une moulinette, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur là? Alors, dans cette moulinette, en fait, on a surtout une plateforme qui est une plateforme cloud, donc massivement distribuée sur Internet, qui est très répartie sur ces 350 000 serveurs répartis sur le globe, sur 4 200 points physiques, donc chez des opérateurs, au cœur du réseau des opérateurs. 350 000 serveurs Akamai, parce que vous n'êtes pas le seul fournisseur de CDN. Exactement, nous avons une concurrence tout à fait honorable sur le marché. Nous sommes aujourd'hui le leader dans ce domaine pour la diffusion de contenu. Et aujourd'hui, on va effectivement bien plus loin en apportant de l'intelligence. On permet à nos clients aussi d'exécuter de l'intelligence en bordure de l'Internet. Donc ça va nettement plus loin que la diffusion pure de contenu, mais ce contenu est bien souvent accompagné de programmes qui doivent tourner en bordure de l'Internet. Et c'est quoi comme optimisation qui peut être réalisée? Alors, quelle est cette... vous avez employé le terme, quand on a préparé l'émission, de machine à laver. Alors, la machine à laver, elle va surtout intervenir pour la sécurisation du contenu. Aujourd'hui, l'un des gros enjeux de la diffusion de contenu, c'est de sécuriser ce contenu. On ne met pas à disposition du contenu sur Internet s'il n'est pas entièrement sécurisé, pour tout un tas de raisons, parce que déjà les ayants droit le souhaitent, notamment pour la vidéo. Et pour donc sécuriser, c'est-à-dire protéger du piratage illégal, c'est ça? Effectivement, protéger le contenu, que ce soit une vidéo ou un contenu audio, du piratage illégal. Donc un pirate, lui, va essayer de détourner ce contenu pour le monétiser ou pour simplement le mettre à disposition
ce qui est évidemment nuisible à toute la chaîne de valeur, à toute la chaîne de distribution des contenus. Et dans les attaques, ce qui est certainement le plus nuisible aujourd'hui, c'est l'attaque des comptes. Alors le compte, c'est ce que vous et moi, on a pour accéder à notre banque, à notre compte d'électricité, à notre compte d'une compagnie aérienne, etc. etc. Et ça, en fait, aujourd'hui, il y a énormément de piratage sur les login passwords que l'on utilise, qui bien souvent sont les mêmes que l'on va utiliser sur d'autres sites. Alors là, en quoi vous intervenez sur ce sujet, puisque vous êtes l'intermédiaire entre le fournisseur de contenu et le consommateur, donc les internautes du monde entier. Votre job, c'est de vous occuper du trafic, du trafic, mais des contenus finalement, pas forcément des accès à nos comptes. Alors, pas uniquement. Nous, on gère en fait l'acheminement des contenus, mais aussi leur sécurisation. Donc, on s'assure que les télétravailleurs, par exemple, vont pouvoir accéder à Internet par des passerelles qui sont sécurisées. On s'assure que les bots, c'est-à-dire les machines un petit peu agressives, méchantes, qui vont essayer de vous voler votre login ou votre password, on va les bloquer. On va comprendre quel est leur comportement, on va l'interpréter et on va être capable de les bloquer. On va s'assurer que la page sur laquelle vous êtes en train de surfer ne comporte pas de script malicieux qui va pirater vos données, exploiter vos coordonnées bancaires, par exemple, et les utiliser. Donc ça fait partie vraiment des enjeux qui se sont renforcés sur ces dernières années avec le cybercrime qui est de plus en plus prégnant, mais aussi parce qu'il y a des nouveaux usages qui se développent, le télétravail en l'occurrence depuis la crise sanitaire. Il y a aussi un autre paramètre de sécurité qui me semble intéressant d'évoquer avec vous, c'est votre propre sécurité de vos équipements, parce qu'un dysfonctionnement sur un fournisseur de CDN qui délivre les contenus du web, ça veut dire que le web n'y répond plus. Et c'est arrivé. On en a fait l'expérience encore récemment, au mois de juin. C'était l'un de vos concurrents, on va dire, un CDN américain, qui a eu un dysfonctionnement sur son réseau et on n'a pas pu accéder à des Netflix, aux infos sur le monde, par exemple. Enfin, à travers le monde, le web nous a semblé inaccessible d'un seul coup du jour au lendemain. Effectivement, et je pense qu'il faut être très humble vis-à-vis de ces incidents. Ça peut arriver à n'importe qui. Ce qui est important, c'est la manière dont on va réagir, c'est les mécanismes que l'on a mis en place pour rebondir, les mécanismes que nous, on met en place pour garantir à nos clients que ça n'arrivera pas. Et ça passe par de la redondance, tout simplement. Donc assurer une redondance, assurer des procédures. Et il y a beaucoup d'humains derrière. Il faut des gens qui mettent en place ces procédures, qui sachent les exécuter en temps réel lorsqu'on va rencontrer des difficultés. Il faut savoir que l'Internet, aujourd'hui, ça regorge d'incidents. Tous les jours, on a des liens sous-marins qui sont coupés, on a des serveurs qui tombent en panne, des milliers de serveurs qui tombent en panne, on a des opérateurs qui peuvent avoir des soucis à un instant T. Tout le monde a des soucis en permanence. Nous-mêmes, nous avons des soucis, mais on a cette faculté. Et c'est vrai qu'en termes d'expérience, les internautes ne le voient pas tellement, ça. Non, effectivement, parce qu'il y a des machineries qui sont absolument colossales, qui tournent en tâche de fond et qui permettent d'assurer une redirection du trafic en temps réel, qui permettent d'assurer de la redondance de serveurs. On a des serveurs qui tombent en panne tous les jours. On en a de rechanges qui sont déjà en fonctionnement au même instant. Ça veut dire que, selon vous, cette technologie qui est quand même pas toute jeune, Internet, est encore suffisamment robuste par rapport à l'évolution des usages ? Alors oui, et puis on a pu... les usages vont considérablement évoluer avec cette intelligence qui tourne en bordure de l'Internet, avec le monde de l'IoT qui est une vraie révolution qui est en train de s'opérer. Je pense qu'on a déjà affaire à un Internet qui est très robuste aujourd'hui, qui sait faire face à des augmentations de trafic colossales. On l'a vu pendant les Jeux Olympiques de Tokyo, par exemple. Oui. On a pu servir jusqu'à 500 millions d'heures de vidéos. Donc c'est colossal. Et si on prend la Coupe d'Europe de football qui a eu lieu en juin-juillet, donc quasiment sur le même créneau, on était jusqu'à 3 fois plus de trafic, des pics de trafic 3 fois plus élevés pendant le foot que pendant les Jeux Olympiques. Et alors justement, parce que vous ne m'avez pas bien expliqué, je suis désolée Jérôme Renaud, mais comment fonctionne cette technologie au milieu ? Parce qu'au moment où je décide de regarder cette Coupe du Monde de foot que tout le monde veut regarder, qu'est-ce qui se passe ? Comment vous faites envoyer autant de fois qu'il y a de requêtes le même contenu ? Alors, oui et non. En fait, ce qui va se passer, c'est que les requêtes, les gens qui vont vouloir demander ce contenu vont arriver directement sur nos infrastructures plutôt que sur l'infrastructure de nos clients
qui n'est pas dimensionné pour. Vos clients, c'est qui ? Alors, on n'a malheureusement pas le droit de citer le nom de la plupart de nos clients. Mais les types de clients sont les opérateurs ? Le type de clients, on a des clients opérateurs, mais on a surtout des diffuseurs de contenu, donc des gens qui vont avoir des vidéos, donc des grosses chaînes de télé, des gros broadcasters, des gens qui ont des droits sportifs. Mais on a des clients dans tous les domaines. Là, on parle de l'activité média, mais on a des clients dans le domaine de l'automobile, dans les marchés publics, des ministères, des hôpitaux. Bref, on couvre aujourd'hui absolument tous les domaines. La vidéo, d'ailleurs, concerne absolument tous les domaines. Mais pour répondre à votre question, qu'est-ce qui va se passer ? On va en fait capter la totalité de ces premières demandes, de ces premières requêtes, de sorte qu'elles arrivent directement sur notre plateforme, qui est une plateforme très élastique, avec de la capacité qui est disponible très à la demande, en fonction du nombre de requêtes qui vont arriver. Et on va nous-mêmes servir ces contenus aux utilisateurs qui vont les demander. Et c'est un principe assez vertueux qui fait que... C'est comme un cache, en fait. Voilà, le principe du cache, c'est un système assez vertueux. C'est-à-dire que le premier internaute qui va requêter, qui va demander un contenu, on va aller le mettre en cache chez un opérateur télécom au plus proche de cet internaute. Et tous les autres internautes qui vont arriver derrière, on va leur servir de ce contenu de cette manière. Et donc, ils n'occuperont pas le réseau à chaque fois de l'opérateur. Et l'intérêt, si vous voulez, c'est vraiment d'être en bordure, en périphérie de l'Internet, donc d'être très présent au plus proche des utilisateurs. D'où l'importance d'avoir 350 000 serveurs dans le monde. Voilà. Il faut quand même, juste pour prendre la mesure de ce qui se passe, vous gérez chaque jour un volume de trafic web qui atteint plus de 100 terabits par seconde. Effectivement, on est au-delà des 100 terabits. Alors ça parle pas forcément à tout le monde, mais en gros, ça représente un nombre d'utilisateurs simultanés qui est absolument colossal. Ça représente des milliards d'attaques également, en permanence. On est en permanence sous attaque et on est en permanence en train de filtrer, réagir à ces attaques pour protéger nos clients. Alors là, on a notamment un graphe qui est issu du rapport de l'ARCEP, le régulateur des télécoms, qui montre aussi comment est géré le trafic. Alors, je ne sais pas très bien, il faudra que je mette mes lunettes, celui qui est affiché. En tout cas, moi, ce qui m'a semblé intéressant, c'était à propos du trafic entrant vers les 4 principaux opérateurs français au moment de l'interconnexion. Donc, en fait, c'est tout ce qui arrive sur notre sol, finalement. C'est passé de plus de 18 terabits seconde à fin 2019 à plus de 27 terabits seconde à fin 2020, une augmentation de plus de 50% en un an qui a été notée aussi par le régulateur, alors que d'ordinaire, c'est plutôt autour de 30%. Effectivement, globalement, on a une croissance d'année en année qui est autour de 30%. Le Covid a littéralement changé les choses, a redistribué aussi pas mal de cartes. On a eu une augmentation absolument colossale du trafic, qui était de l'ordre de 30%, mais avec des pics qui pouvaient monter à 40, 50, 60% sur certains services. Alors bien évidemment, tout ce qui concerne l'éducation, ce qui concerne le milieu médical, les hôpitaux, a été surchargé, très sollicité pendant le Covid, aux dépens de tous les voyagistes qui malheureusement avaient moins de trafic c'est évident, sur leur plateforme. Donc il y a eu un déport de tout ce trafic. Qu'est-ce que ça a engagé chez vous ? Parce qu'on pose souvent la question aux opérateurs, comment vous avez pu absorber l'ensemble de ce trafic, mais finalement ils ne nous répondent pas souvent. C'est notamment grâce aux fournisseurs de CDN. Alors c'est grâce aux fournisseurs de CDN en s'appuyant sur les opérateurs. Nous, encore une fois, on est une plateforme cloud. Ça veut dire qu'on a énormément d'élasticité, on a énormément de capacité à la demande qui est disponible chez les opérateurs et on pioche chez les opérateurs en fonction de la demande de l'Internet. Alors, j'ai l'impression que le graphe qu'on a vu, ce n'était pas celui dont je vous parlais, c'était un autre qui est intéressant aussi relevé par l'ARCEP, c'est que 50% du trafic est issu de 4 fournisseurs de contenu et vous êtes dans le top 3. Alors en premier, on trouve évidemment Netflix, qui représente 20% quand même du trafic Internet. Ensuite, on a Google et Akamai. Et derrière, Facebook quand même. Énorme l'importance du réseau social. Effectivement. Aujourd'hui, on estime représenter à peu près 30% du trafic web mondial. Alors, cela varie en fonction des services. Évidemment, les réseaux sociaux génèrent énormément de trafic, que ce soit pour des images, que ce soit pour du texte, que ce soit pour de la vidéo. Donc, c'est vraiment un super démultiplicateur, si vous voulez, de contenu. Et c'est par le phénomène des réseaux sociaux qu'on peut avoir ce phénomène de buzz
où d'un seul coup, un contenu, notamment vidéo, va pouvoir faire le buzz, va pouvoir être demandé des millions de fois dans une même journée, parce que c'est ce que tout le monde veut au même moment. Ouais. Et c'est dans ces moments-là que l'intérêt d'un CDN ou d'intérêt d'une plateforme cloud, de l'élasticité, prend tout son sens. Alors, les réseaux sociaux ont forcément, c'est sûr, changé la donne pour votre travail et votre gestion du trafic. Il y a autre chose, c'est le mobile, qui a pris une ampleur phénoménale. Et alors là, est-ce que l'arrivée de cette 5G change aussi la donne? Est-ce que ça va faciliter pour vous le travail ou au contraire le rendre encore plus sous tension? Ça va le rendre sous tension, mais pour nous, c'est notre métier, donc bien évidemment, on est très heureux d'accueillir la 5G. En même temps pour Exactement, vous. c'est un synonyme de croissance. C'est un cercle très vertueux. La 5G va démultiplier les usages. La 5G, c'est un accélérateur potentiel, notamment dans le domaine de l'IoT, on en parlait. Mais je pense que l'Internet vit encore une révolution. C'est d'ailleurs ce qui est très excitant avec l'industrie de l'Internet, c'est qu'on a vécu une révolution, on est en train d'en vivre une, et on en a une nouvelle qui est déjà en train d'arriver. C'est l'IoT. L'IoT, globalement, pour schématiser, il y a encore des millions et des millions de périphériques que l'on va connecter, que l'on n'a pas encore suffisamment connecté à l'Internet, et c'est en train de s'opérer, c'est en train de se faire. Et la 5G, c'est un formidable accélérateur de business, de transition. Tout ça est très réjouissant, tout ce qui se passe dans notre secteur. Mais il y a quand même des points noirs, et notamment ces questions qui reviennent de plus en plus régulièrement sur la pollution numérique. La pollution numérique, oui, effectivement, c'est un des points noirs. C'est quelque chose Est-ce que vous pouvez intervenir sur ce critère? Oui, bien sûr, on a un effort à faire. Tous les acteurs de la chaîne ont un effort à faire. Nous, on s'est fixé des objectifs très forts d'ici 2030, qui est de réduire considérablement l'émission des gaz à effet de serre. On veut le réduire jusqu'à 0. Et on a lancé tout un programme. Donc, on a littéralement recruté des gens, des équipes qui gèrent ces aspects chez nous. On a investi dans des fermes d'éoliennes. Donc, Akamai investit dans littéralement des champs d'éoliennes pour produire de l'électricité, produire de l'énergie. Et on s'entoure aujourd'hui de partenaires, de clients, de fournisseurs qui répondent aussi à certains critères pour nous aider, contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et est-ce que dans la chaîne des acteurs qui peuvent agir aujourd'hui sur cette question de la pollution du numérique face aux consommations que nous avons de contenu, est-ce qu'il y a des acteurs qui sont plus ou moins au centre de la problématique ? Oui, je pense que les acteurs cotés, notamment en bourse et au Nasdaq, ont un rôle à jouer parce qu'on est tous dans le viseur de certains régulateurs, de certaines autorités. Donc on a un rôle à jouer important. Et vous le disiez tout à l'heure, on représente aujourd'hui à peu près 30% du trafic web mondial. Ouais. À partir de là, on a un rôle important à jouer dans la transition écologique. Et alors un acteur comme Netflix, puisqu'il est numéro 1 finalement du trafic mondial, est-ce qu'il a besoin de votre intervention pour nous délivrer ses contenus, et est-ce qu'il doit aussi avoir besoin de vous pour travailler sur la réduction de son impact environnemental, ou est-ce qu'il est totalement autonome ? Alors ce sont des accords assez confidentiels. Alors je ne connais pas tout Netflix, autant que j'en sache, ils ont leur propre infrastructure, tout simplement parce qu'ils ont atteint la taille critique suffisante pour avoir leur propre infrastructure. Je pense qu'ils font appel de toute manière aussi à tout un tas d'acteurs pour les aider, pour consolider, pour gérer le débordement, c'est-à-dire ce qu'eux ne sont pas capables de prévoir si quelque chose ferait le buzz. Par contre, je sais qu'ils sont très autonomes. Ils ont une plateforme qui est extrêmement robuste, ils ont énormément de compétences et une croissance qui est vertigineuse, et très méritée d'ailleurs, parce que c'est un service tout à fait honorable et intéressant. Ça montre toute l'ampleur. Alors, j'avais une petite question, c'est le moment de l'interview express, on n'a plus beaucoup de temps, je voulais vraiment qu'on comprenne bien comment ça fonctionnait sur ces autoroutes des médias numériques, mais je vous garde une petite question, c'est, selon vous, quelle sera la prochaine révolution sur Internet, sur ces autoroutes de l'information et du loisir ? C'est bien évidemment l'IoT, à mon sens. C'est le fait que l'Internet est en train d'accéder absolument à tous les périphériques, même ceux qui ne sont pas vraiment destinés à être connectés aujourd'hui. Je pense qu'on en est vraiment au balbutiement. Ouais. On a vu apparaître des frigos et des micro-ondes connectés, etc. Les voitures vont être de plus en plus connectées. On en a un vrai besoin, ne serait-ce que pour le GPS automobile, ne serait-ce que pour... Et là, on va vraiment changer d'échelle. Effectivement, on va changer d'échelle. On va avoir besoin de cette intelligence dont on parle, qui est en bordure de l'Internet, pour pouvoir opérer plus vite les transitions.
et pour pouvoir rendre des services de plus importants aux consommateurs. Merci beaucoup. C'était la grande interview de Jérôme Renou, vice-président France Akamai Technologies. Merci à tous de nous avoir suivis. À suivre, c'est le grand rendez-vous dans l'espace. Moi, je vous retrouve lundi pour de nouvelles discussions sur la tech.